Ramayad, bonjour, un joli livre qui sort aux éditions Grasset, simple, court, percutant, de lettres à la jeunesse. C'est une exhortation, vous demandez au fond aux jeunes de faire de la politique aujourd'hui dans une situation qui est très désenchantée, mais vous-même vous expliquez que plus jeune, car vous l'êtes encore, vous votiez blanc sans grand enthousiasme en fait. Oui, au fond, donc vous êtes un paradoxe vivant. Mais, au fond, je suis bien placée, je pense, pour comprendre les réserves de la jeunesse vis-à-vis de la classe politique. Néanmoins, je ne crois pas qu'il y ait un désintérêt total des jeunes vis-à-vis de la politique. Au contraire, je pense, et les enquêtes le prouvent, qu'ils sont encore plus intéressés par la politique que leurs parents ou leurs grands-parents, mais qu'ils s'intéressent pas à celle-là. Ils ont su... Pas à ces gens-là, pas à cette culture-là. Voilà, pas à cette classe politique-là, mais ils ont su renouer avec la politique par d'autres formes, notamment l'engagement associatif, l'engagement humanitaire. Ils ont des choses à dire, ils arrivent à renouveler la théorie démocratique par une démocratie, disons, plus participative, plus délibérative à travers l'ère numérique. Mais moi, ce que je les appelle, c'est au-delà de l'engagement politique qui suppose aussi la fin du cumul des mandats contre un statut de l'élu sans doute, c'est à signer leur époque, c'est à faire génération, parce que la jeunesse actuelle française, elle est complètement éclatée entre la jeunesse, celle qu'on voit tout le temps, c'est toujours les mêmes, hein. C'est la jeunesse qui manifeste, comme on l'a vu sur les retraites, et c'est la jeunesse qui brûle les voitures, une toute petite partie des cités. Mais que fait-on Les autres, on les voit pas. On les voit pas, ils sont 13 millions. C'est une jeunesse sur laquelle se concentrent les défis du monde. C'est une jeunesse qui certes, il y en a qui réussissent, les 4% qui sortent des grandes écoles et qui sont appelés à rejoindre les élites académiques économiques, tout va bien. Ils sont à l'avant-garde de la France. Mais ça a toujours été comme ça. Mais que fait-on des autres? Non, parce que là, on atteint des records. 23% de jeunes sont au chômage, 20% de jeunes sont pauvres, 150 000 sortent de l'école sans rien. Et ce sont des chiffres qui, pour moi, sont un scandale national et méritent un pacte national au-delà des partis, avec les syndicats, les entreprises, la société civile. Mais est-ce que ça existe comme concept, la jeunesse Ramayad? Vous avez réfléchi. Non, mais est-ce que la jeunesse en soi, parce que vous écrivez, encore une fois, je vous ai lu, on est dans une société qui n'arrête pas de parler du jeunisme. D'une certaine manière, c'est ce qu'on fait ensemble ce matin, on parle des jeunes. Mais est-ce que ça existe comme corps social, la jeunesse? C'est Bourdieu qui disait que la jeunesse n'est qu'un mot, pour dire au fond qu'il n'y a pas de génération, parce que ce sont les clivages sociaux qui l'emportent. Entre les 4% qui sortent des grandes écoles et appelés à rejoindre les élites académiques et économiques, quel rapport avec la jeunesse rurale, avec la jeunesse des cités, ou une partie d'entre elles? Justement, c'est tout le défi de ces générations. Comme ses pères. Mais de se constituer comme une sorte de mafia des jeunes. Non, de faire bloc. C'est-à-dire que... Mais quel rapport y a-t-il entre quelqu'un qui a fait Sciences Po comme vous et quelqu'un qui actuellement justement a les pires difficultés? Mais quel rapport y avait-il entre Daniel Cohn-Bendit en tête des manifs qui narguait les policiers, les CRS, et puis le jeune ouvrier qui sortait de l'usine Renault? Une époque, l'histoire, l'envie de la révolte. Et pourquoi cette génération stop le général de Gaulle. Moi, ce à quoi j'appelle, c'est justement... Et vous voyez dans les rues des gens qui disent stop le général de Gaulle. Aujourd'hui, Sarkozy va à Colombey, le président de la République. Oui. Vous voyez pas dans les rues des gens qui poussent des hurlements en disant tout ça est une mascarade, arrêtons. Je pense que de Gaulle aurait plu aux jeunes parce qu'il était porteur d'espérance, espoir, l'avenir, la vision. C'est ça dont ont besoin les jeunes aujourd'hui. Ça compte, le contexte était aussi la guerre, la résistance. Bien sûr. C'est vous qui parlez de Jean Moulin, c'est pas moi. Mais je parle de Jean Moulin parce que Jean Moulin. Vous en connaissez parmi les jeunes d'aujourd'hui des Jean Moulin, vous? Mais quand savez-vous? Pourquoi vous pensez qu'il n'y en a pas? Bien sûr qu'il y en a, mais simplement justement moi ce que je dis c'est que on devrait leur laisser l'espace. Vous parlez de jeunisme tout à l'heure. Le jeunisme. Je dis c'est vous. Hein. Oui d'accord, moi je parle de jeunisme. Mais le jeunisme c'est pas parler des jeunes. Le jeunisme ce sont les vieux qui font semblant d'être jeunes. C'est-à-dire ceux qui ont. Moi, ça. Non c'est pas ça que je dis. C'est ceux qui font des UV, ceux qui font du botox, ceux qui font du sport, de la chirurgie esthétique pour faire semblant d'être jeunes. Mais ça c'est leur droit. Ils sont vieux, ils veulent être jeunes. Oui, c'est pas un problème pour les autres. Le problème c'est pas qu'ils soient vieux ou qu'ils soient jeunes. Le problème c'est que quand il n'y a pas de transmission, il n'y a pas d'espace public pour les jeunes. On voit toujours les mêmes intellectuels, on voit toujours les mêmes économistes. Est-ce que vous pensez pas que dans nos chaires, dans nos universités, il n'y a pas des talents, de jeunes universitaires qui ont des choses à dire, qui développent des théories économiques, qui développent une pensée littéraire nouvelle, mais justement ils n'ont pas l'espace médiatique pour. Et ce que je dis, c'est que cette jeunesse doit faire bloc, c'est-à-dire doit faire génération, parce que c'est comme ça qu'elle marquera son époque. Elle a envie de réussir, elle se débat au milieu de difficultés immenses que les générations n'ont pas connues, sauf peut-être ceux qui ont connu la période de l'après-guerre, qui eux les comprennent. Et ce sont justement ces grands-parents-là qui étaient à leur côté au moment des manifs sur le CPE. Mais je suis l'exemple même d'une personne qui en général exprime ses pensées. Même sur le discours de Dakar, vous avez fait un petit peu marche arrière, mais sur le moment... Non, je faisais du 4e degré.
Et en fait, ça n'a pas été compris. Parce que je me moquais d'une journaliste qui voulait absolument que je lui dise ce qu'elle voulait entendre. C'est-à-dire que quoi que c'était pas bien, que c'était négatif, etc. Donc je lui explique qu'au 4e degré, vous voudrez que je dise ça, voilà. J'ai compris que maintenant, il ne faut pas faire de l'ironie avec les médias, surtout en période de remaniement. Sinon, ils se saisissent la balle au bon. Non, en général, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Donc, oui, mais après, on vous tape sur les doigts. Fillon dit, elle est insupportable, et virons-la. Alors, mais je veux dire, moi, je me suis engagé en politique pour le débat d'idées. Et parce que pour servir des convictions, ça n'empêche pas qu'il y a loyauté, fidélité, respect. À qui à l'égard du président de la République ou à l'égard de François Fillon? Pour le président de la République. Il faut les premiers ministres, évidemment. Mais pourquoi le président de la République? Ça, c'est pas de la langue de bois, ça. Mais vous savez très bien comment mon aventure politique a commencé. C'est par la grâce du président de la République. Donc, mais si vous je sais que pour beaucoup de gens, si vous larguez dans 8 jours. Eh ben, j'irai faire autre chose, c'est pas la fin du monde. Vous ferez de la politique toujours? La Terre continuera de tourner. Ça, c'est sûr. Oui. Non, mais je trouve que cette manière de remettre en cause la légitimité du vote des Français en 2007 est quelque chose de très choquant. Ça, c'est pour Dominique de Villepin. Oui, par rapport aux institutions. Et je suis très surprise de la violence de ce propos qui ne grandit pas son auteur. Pourquoi vous n'êtes pas de gauche, en fait? Pourquoi je ne suis pas de gauche? Oui. Mais parce que j'ai choisi un engagement avec Nicolas Sarkozy. Parce qu'il réhabilite justement ce que je demande dans ce livre. S'il gagne en 2012 et qu'il vous téléphone comme ils l'ont fait avec Kouchner et les autres en disant « Bon, écoutez, Rama, ça suffit, vous avez bien vu que vous étiez très mal à l'aise, venez donc avec nous. » Je sais pas, Strauss-Kahn. Je sais pas, imaginons Strauss-Kahn... je crois que vous parlez de Nicolas Sarkozy. Non, ça marche pas comme ça. Moi, si, le téléphone, ça marche comme ça. Mais je ne suis pas un intermittent de l'engagement politique. On ne change pas de conviction en fonction des majorités. Je garde les mêmes. C'était une hypothèse que j'évoquais. Je ne me sentirais pas à l'aise du tout dans un gouvernement de gauche parce que je ne partage pas la totalité de leur combat et nous n'avons pas les mêmes histoires ni les mêmes aspirations. Moi, je suis très bien là où je suis. D'ailleurs, brièvement, parce qu'on arrive au terme. La preuve, c'est que quand je suis d'accord, je le dis, quand j'ai une sensibilité particulière à exprimer, je l'exprime, et parce que justement, je me sens bien dans cette famille politique-là, et je ne suis pas du genre à changer de bord politique en fonction de la conjoncture.